Bonjour et bienvenue au premier épisode de Comdectium Confessionals, une série où c'est qu'on va regarder mes decks de Commander. Et comme premier épisode, j'ai choisi le Commander de l'heure, Mr. House, President and CEO. Au niveau de son Color Identity, c'est rouge, blanc, noir. Il s'agit d'une Artifact Creature avec le sous-type humain. Sa grosse habilité, c'est sa Triggered Ability. Il s'agit que quand on roule un dé, si on roule 4 et plus, on va pouvoir créer un 3-3 Robot Artifact Creature Token. Si on s'arrange pour rouler 6 et plus, ben on va faire ce token-là et un Treasure Token. Sa deuxième habilité peut être utile plus si on manque de ressources. On peut payer 4, taper Mr. House, puis on va rouler un D6, plus un D6 additionnel pour chaque Treasure Token qui a été investi dans le coup. Exemple, j'ai investi 3 jets de Treasure Token, je vais rouler au total 4 D6. Ça me donne la chance de créer d'autres Treasure Tokens ou, bien sûr, en partant, d'autres robots. C'est un peu ça la thématique du deck. Dans le fond, ce qu'on veut maximiser, c'est vraiment rouler des dés. Que ce soit des D6, des D10, des D12 et des D20. Il y a peu de cartes qui ont ces habilités-là. Il y en avait beaucoup dans les éditions de Adventures in the Forgotten Realms et dans Battles for Baldur's Gate. Dans la catégorie les grosses chiennes, ça va être les cartes qui peuvent être des win conditions ou juste que quand tu la sors, ben, tu deviens un peu le target. La première qu'on va regarder, c'est Divine Visitation. Vu qu'on crée beaucoup de Creature Tokens, ce que ça fait, c'est que quand on va faire un Creature Token, ben, au lieu, ça va faire un 4-4 Ange Blanc avec Flying et Vigilance. Comme par expérience, je vous le dis, vous allez en créer en masse. Reign of Riches, c'est un enchantement dans le rouge. Ce que ça fait, quand il arrive sur le battlefield, tu te crées 2 Treasure Tokens. Puis, ben, on aime ça des Treasure Tokens dans ce deck-là. Par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le premier spell que tu caches chaque jour, qui a du mana qui a été utilisé avec des Treasure Tokens, a Cascade. Puis on le sait comment qu'en Commander, Cascade, c'est fort en tabarnak. Mon premier de mon quatuor de dragon, le Goldspan Dragon, c'est une 4-4 Flying Ace que quand elle attaque ou elle devient target d'un spell, je me fais un Treasure Token. Et maintenant, tous mes Treasure Tokens, non, je me fais 2 mana au lieu de 1. L'Ancient Brass Dragon, en fait, tous les dragons que j'ai mis par la suite ont une habilité avec le D20. C'est que Flying 7-6, quand elle attaque, puis elle fait du combat damage à un player, je roule un D20. Et c'est le nombre de target creature que je peux mettre avec un total mana cost de X de n'importe quel graveyard, puis le X, c'est le résultat sur le D20. Ancient Gold Dragon, une 7-10 flying, encore là, on roule un D20 quand elle fait du combat damage à un player. Le résultat sur le D20, c'est le nombre de 1 Blue Fairy Dragon Creature Token qui arrive sur le jeu. Ça va être bâti une petite armée rapidement, puis en plus avec Divine Vegetation, ben, ça devient tout des anges 4-4 Flying Vigilance. Et mon favori parmi tous, l'Ancient Copper Dragon, une 6-5 Flying qui a fait du combat damage à un player. Encore là, je roule mon D20, puis ça me fait ce nombre de Treasure Tokens là. C'est assez brisé, surtout avec Mr. House, où c'est que j'ai besoin de mes Treasure Tokens. Pour jouer toutes ces cartes-là, mais des fois, on va avoir besoin d'un petit coup de main. Alors, Diabolic Intent, une carte quasiment obligatoire dans tous les decks noirs, surtout ici qu'on va créer bien des tokens. Je fais juste sacrifier une créature, ça coûte 2, puis je vais chercher ma librairie pour n'importe quelle carte et je la mets dans ma main. Alors, comme ça, je m'assure d'avoir ma win condition en tout temps. Et finalement, une carte qui montre comment je suis un vieux crouton qui joue à Magic. Une Wheel of Fortune. Ça fait longtemps que je l'ai mis dans mon deck. Ça rentre bien dans la thématique Casino. Alors bref, pour 3, c'est une sorcery. Tous les joueurs, on discarte toutes nos mains, puis on pige cette nouvelle carte. Et bien sûr, ça fuck la stratégie de tout le monde, sauf pour toi. Dans la catégorie les must-have, c'est des cartes qui sont obligatoires pour avoir ce deck-là qui fonctionne bien. La première carte qu'on va regarder ensemble, c'est le Chaos Dragon, une 4-4 Flying Ace pour 3. Mais elle doit attaquer chaque tour si elle est capable. Oh well, c'est pas grave ça. Au début de chaque combat, c'est là que ça devient intéressant. Tous les joueurs roulent un D20, incluant toi. C'est le opponent qui a plus haut résultat que tu ne pourras pas attaquer. Mais ça, c'est pas grave. Tu vas attaquer. T'as roulé un D20, tu t'es fait un Treasure Token et tu t'es fait un robot.
Discerning Financier, une 2-3 pour 3, qu'au début de chacun de tes upkeep, s'il y a un opponent qui contrôle plus de land de toi, ben, tu te fais un Treasure Token. Quelle bonne nouvelle! Tu peux payer 3, et ben là, c'est un peu de diplomatie qui rentre en jeu, c'est tout le temps le fun. Tu peux donner le Treasure Token que tu contrôles à un opponent, et toi, en échange, ben, tu vas picher une belle petite carte, puis on sait comment que le Card Advantage, c'est tellement important dans Magic. Grave Endeavor. C'est un instant qui coûte quand même 7, mais regardez l'habilité, tu vas rouler 2 des 10. Tu vas choisir un des résultats. Ce résultat-là va faire en sorte que tu vas retourner une créature de ton graveyard sur le battlefield, puis tu vas mettre des +1/+1 counter égal à ce résultat-là. Mais le deuxième résultat, lui, il n'est pas ignoré. Après ça, les opponents perdent XV, puis tu gagnes XV égal au deuxième résultat. C'est quand même assez incroyable comme carte. Reckless Endeavor, encore un peu le même principe, mais en sorcery. On va rouler cette fois-ci 2 des 12. Le premier résultat, c'est le damage qui va être fait à chacune des créatures. Puis le deuxième résultat, c'est le nombre de Treasure Tokens que tu vas faire. Puis on aime ça, des Treasure Tokens dans ce deck-là. Delina Wild Mage, c'est une de mes cartes favorites dans ce deck-là. Quand elle attaque, on choisit une créature que tu contrôles et je roule le D20. Entre 1 et 14, je crée une copie de cette créature-là. Puis elle attaque en ce moment-là, mais il faut que je l'exile à la fin du combat. C'est pas grave, ça fait de la pression encore. Mais si tu pognes entre 15 et 20, tu fais ce token-là, puis tu roules encore. Encore la chance de plus rouler. On aime ça dans ce deck-là. Wand of Wonder. Pour 4, tu as un artefact, tu payes 4, tap, roule le D20. Chacun de tes opponents va exiler des cartes du top de leur library jusqu'à temps qu'ils pognent un instant sorcery. Le restant, va le remettre dans leur deck puis le browse. Je peux caster X Instant Sorcery dépendant du résultat que j'ai pogné sur le jet sans payer leur mana cost. Entre 1 et 9, 1, entre 10 et 19, 2, et si tu pognes 20, ben c'est 3. C'est une carte qui est tellement efficace en multiplayer, ça n'a pas de sens, ça enlève des cartes souvent importantes aux autres joueurs, puis pour toi, ben, t'as du fun. Vexing Puzzle Box, un artefact qui coûte 3, tape, tu te fais un mana n'importe couleur, puis tu roules un D20. Ce qui est important dans cette carte-là, c'est la trigger. Chaque fois que tu vas rouler un dé, le résultat, tu le mets comme charge counter sur Vexing Puzzle Box, puis tu peux taper, t'enlèves 100 charge counter, et tu vas chercher ta library pour un artefact, et tu la mets directement sur juste. Alors ça va te permettre d'aller chercher des artefacts qui peuvent être essentiels à ta victoire. The Deck of Many Things, ça coûte 5 à jouer. Legendary Artifact, tu payes 2, tapes et tu roules le D20. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu enlèves de ce chiffre-là le nombre de cartes dans ta main. C'est à jouer principalement quand tu as moins de cartes dans ta main. Sinon, il faut que tu discartes ta main. Si tu pognes entre 1 et 9, une carte de ton graveyard, tu retournes à random dans ta main. En 10 et 19, pige 2 cartes. C'est qu'on on aime ça encore, le Card Advantage. Et si on pogne 20, ben c'est là que c'est drôle. On va retourner une creature de n'importe quel graveyard sur le battlefield, et quand cette créature-là va mourir, le contrôleur original de cette carte-là perd la game tout simplement. Je me suis dit que ça prenait bien un Planeswalker dans ce deck-là, alors j'ai choisi Comet, une carte du set d'Infinity. Il coûte 4 à jouer, il vient avec 5 Loyalty Counter. Son habilité ne coûte rien à jouer, mais tu vas rouler un dé. Ça, c'est dépendant du résultat, ben c'est là que tu rajoutes ou tu enlèves des Loyalty Counter. Si tu pognes 1 ou 2, ben tu vas faire 2 Green Squealer Token et ils vont avoir Ace jusqu'à la fin du tour. 3, ben tu vas retourner une carte de ton graveyard dans ta main, dans son temps que ça coûte 2 ou moins. Entre 4 et 5, elle va faire du damage à une créature ou un player dépendant du nombre de Loyalty Counter qu'il y a dessus, et ensuite tu enlèves des Loyalty Counter. 6, ben c'est simple, tu peux activer son habilité 2 fois de plus ce tour-ci, alors plus de roulage de dés et encore plus de fun avec Comet. Barbarian Class, c'est une des cartes qui va te permettre de rouler un dé plus à chaque fois que tu vas rouler des dés et choisir le résultat, dans le fond toujours le plus bas, pour maximiser tes chances d'avoir des robots et des treasure tokens. Par exemple, quand tu montes de level, c'est à chaque fois que tu roules un dé, une créature que tu contrôles peut avoir plus 2, plus 0 et maintenant jusqu'à la fin du tour. Et au 3e niveau, toutes tes créatures ont Ace. C'est qu'on aime ça. Will Blade of Frontiers, un des héros du jeu de Baldur's Gate 3. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas joué à Baldur's Gate 3, qu'est-ce que vous attendez? Allez jouer à ça tout de suite, c'est incroyable. Son habilité est relativement simple. Encore là, si tu roules des dés, tu vas pouvoir en rouler un de plus, ignorer le plus bas des résultats.
Par exemple, ce qui est le fun, c'est à chaque fois que tu roules un dé ou plus, tu vas mettre un +1 counter sur Will. C'est qu'il va monter puis il va devenir un gros méchant. Alors, fini le brassage de dés. Maintenant, il faut bien utiliser ces treasure tokens-là. C'est que j'ai choisi de mettre Jan Jansen, qui est Crafter, sur une 3-3 Ace, que tu peux taper, sacrifier un artifact creature et faire 2 treasure tokens. Par contre, c'est la deuxième habilité qu'on aime vraiment. On peut sacrifier un non-creature artifact et faire 2 en un construct artifact creature token. Alors là, on se fait d'autres petits robots. Ou sinon, ben, on peut sacrifier des robots pour faire un autre treasure token et continuer dans ce beat-là. Grim Ireling, une 3-2 pour 4. À chaque fois qu'une ou plus créatures vont faire du combat damage à un player que tu contrôles, ben, tu vas te faire 2 treasure tokens. Mais c'est sa deuxième habilité qui nous intéresse ici. On peut payer un noir puis sacrifier des treasure tokens pour donner -X jusqu'à la fin du tour à une créature. Le X est le nombre de treasure tokens. C'est que ça devient un removal très efficace. Et finalement, des cornflakes de Kellogg? Ben non, maudite joke de merde, de qualité discutable. On va mettre Kellogg Dangerous Mind. C'est une 3-2 pour 3, First Strike, Ace. Quand l'attaque, tu te fais un treasure token. C'est la deuxième habilité qui est vraiment intéressante. Vu qu'on fait beaucoup de treasure tokens, on va gagner le contrôle d'une target creature. C'est qu'on va aller chercher la win condition de quelqu'un d'autre. Puis, ben, on peut leur faire tant longtemps qu'on a des treasure tokens. Dans les fun à avoir, c'est des cartes que si vous avez sous les mains sont intéressantes parce qu'ils complémentent bien le deck mais sont pas obligatoires. La première, Treasure Chest. C'est un artefact qui coûte 3, tu peux payer 4 et le sacrifier puis rouler un D20. Si tu pognes un, ben malheureusement, ben, tu as perdu 3 vies. Par exemple, en 2-9, ça te fait 5 Treasure Tokens. En 10 et 19, tu gagnes 3 vies et tu piges 3 cartes. Et sur un résultat de 20, tu cherches ta library. Si c'est un artifact card, tu le mets directement sur Battlefield. Sinon, tu le mets dans ta main. Puis après ça, tu rebrasses. Pitiless Plunderer. C'est un humain pirate qui est un carte qui coûte 4, mais qu'à chaque fois qu'une autre créature que tu contrôles qui meurt, tu te fais un Treasure Token. L'Auto Corrupt Sheriff, un halfling 2-1 pour 2. À chaque fois qu'un joueur casse leur deuxième sort chaque tour, tu perds une vie et tu te fais un Treasure Token. Decadent Dragon, une 4-4 Flying Trample pour 4 à chaque fois qu'il attaque, tu te fais un Treasure Token. Par contre, tu peux payer 2 colorless, 1 noir et jouer Expensive Taste à la place, qui est un Instant Adventure. Tu exiles les 2 premières cartes de library d'un opponent face down. Tu peux les regarder et jouer ces cartes-là tant son temps qu'ils sont exiled. Pouet. Clown Car, un véhicule artefact, crew 2, 1-1. Le X, dans le fond, de son casting cost, c'est le nombre de dés que tu vas lancer. Pour chaque résultat impair, tu vas te faire un token 1 White Clown Robot. Puis pour chaque résultat pair, tu vas mettre un +1/+1 counter dessus, le Clown Car. Ça serait quoi un deck de Magic avec un Commander qui vient de l'édition de Fallout sans avoir un Bubblehead? Alors, Lock Bubblehead 3, tu peux taper pour faire mana de n'importe quelle couleur, mais tu peux payer 1, puis tu roules X D6, X égale au nombre de Bubblehead que tu contrôles. Et tu vas faire un Treasure Token pour chaque résultat pair. Par exemple, si tu roules 6 exactement 7 fois, tu gagnes la partie. Côté Board Wipe, Blood Money, ça coûte 7. Tu détruis toutes les créatures et pour chaque créature non-token que tu as détruite de cette manière-là, tu te fais un tap Treasure Token. Bref, tu viens riche. Vanquish the Horde ou Destroy the Dead. Ben, c'est à cause que je me suis pogné le Secret Lair de Evil Dead. J'ai pas eu le choix de le mettre dans le deck. Le art est tout simplement incroyable. Ça coûte 8 de base, mais le coût est réduit à 1 pour chaque autre créature sur Battlefield et ça fait un board wipe. Destroy all creatures. Jessica's Will, l'une des meilleures cartes dans le rouge pour le mana Excel. Ça coûte 3, tu as 2 conditions. Si tu contrôles ton commander, par exemple, tu peux choisir les 2. La première, tu te fais un mana rouge pour chaque carte dans la main d'un opponent. La deuxième, tu exiles les 3 premières cartes de ton library et tu peux les jouer ce tour-ci. Portal to Phyrexia. C'est un artefact qui coûte 9. Dans ce deck-là, 9, c'est pas la fin du monde. Je suis tellement de trash token. Quand ils rentrent sur Battlefield, chacun de tes opponents doivent sacrifier 3 créatures. Puis au début de Top Keep, tu prends une créature d'un graveyard et tu le mets sur Battlefield sous ton contrôle. Ça rajoute la petite Phyrexian, mais ça c'est pas grave. Dans le fond, le but, c'est d'aller chercher des créatures des graveyards des autres. Dans la catégorie ma touche de magie personnelle, c'est les cartes que j'ai mis parce que ça me tentait.
Et quoi de mieux pour commencer que les Bubblehead? Strength, perception, endurance, charisme et intelligence. C'est toutes des mana rock avec des habilités différentes, comme exemple le Strength, tap, X plus 1 plus 1 counter, X égale au nombre de Bubblehead que tu contrôles. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est des mana rock et aussi surtout parce que ça va influencer beaucoup le lock Bubblehead pour rouler beaucoup de dés et surtout avoir plus de robots et de trash tokens. Je trouvais que je commençais à avoir une petite thématique casino, c'est que j'ai décidé d'incorporer les flip coins. C'est que j'ai mis Karkstomp. Si tu flippes un coin, t'en flippes deux et t'ignores l'un des deux résultats. Karplusen Minotaur, c'est une 3-3 pour 4 avec une vieille mécanique cumulative upkeep, ce qui veut dire par chaque upkeep, le coût augmente. Ici, on parle de flip a coin. C'est flip un coin, flip deux coins, flip trois coins et ainsi de suite. Chaque fois que tu gagnes un flip, tu fais un damage à target creature player, mais quand tu perds le flip, c'est un opponent qui choisit à quel creature player qui s'appelle damage. Boom Pile! Un artefact qui coûte 4. Tap, flip un coin. Si tu gagnes, tu détruis toutes les non-land permanents. Puppet's Verdict, un instant qui coûte 3. Tu flippes un coin. Si tu gagnes le flip, tu détruis toutes les créatures que power 2 ou moins. Et si tu le perds, tu détruis toutes les créatures que 3 et plus. Alors c'est vraiment intéressant à jouer avec Karkstomp qui te permet de choisir ton résultat. Bref, de choisir qu'est-ce que tu détruis. Tavern Scoundrel, une 1-3 pour 2. Chaque fois que tu gagnes un coin flip, tu fais 2 trash tokens. Tu peux payer un, le taper, sacrifier un autre permanent pour flipper un autre coin. Fighting Chance, un instant pour 1 rouge pour chaque créature qui bloque, tu flippes un coin. Si tu gagnes le flip, cette créature-là ne fait pas de combat damage à toi aussi. La bombe à retardement Goblin Bomb, un enchantement qui coûte 2. Pendant ton upkeep, tu choisis si tu veux faire un coin flip. Si tu gagnes le coin flip, tu mets un fuse counter dessus. Si tu le perds, tu enlèves un fuse counter dessus. Tu peux enlever 5 fuse counter et le sacrifier, puis ça fait 20 damage à un player. Une carte à la saveur New Vegas de Nipton Lottery. Tu choisis une créature à random et tu gagnes contrôle de cette créature-là jusqu'à la fin du tour. Tu l'untapes à gagner jusqu'à la fin du tour. Puis après ça, tu pètes toutes les autres créatures. Xenosquirrels, c'est un Alien Squealer 0-0 pour 2. Quand il rentre sur le jeu, tu mets 2 plus 1 plus 1 counter dessus. Après que tu as roulé un dé, tu peux retirer un counter plus 1 plus 1. Et si ça se fait, tu augmentes ou tu redescends le résultat de 1 sur le dé. Chaos One, c'est un artefact qui coûte 3. Tu payes 4, tap. Un opponent exile les cartes du top de son library jusqu'à temps qu'il reveal un instant sorcery et tu peux la jouer sans payer son mana cost. Et après ça, tu mets les autres en dessous de son library en n'importe quel ordre. Sensei's Dividing Top, un artefact qui coûte 1. Tu peux payer 1 pour garder les 3 premières cartes de ton library puis la remettre dans n'importe quel ordre. Ou tu peux la taper, piger une carte, puis après ça, tu mets le Sensei's Dividing Top sur le top de ton library. Soul's Attendant, une 1 pour 1, qu'à chaque fois qu'il y a une autre créature qui rentre en jeu, tu peux gagner une vie. Très efficace avec le nombre de robots qu'on va créer. Fallait bien un nain dans le deck? Magda Brazen Outlaw. C'est un Dwarf Berserker 2-1 pour 2. La première habilité, on s'en fout carrément. La deuxième habilité, quand un Dwarf que tu contrôles devient tap, ça te fait un Trash Token. L'habilité vraiment intéressante, tu peux sacrifier 5 Trash Tokens et tu vas chercher soit un artefact ou un dragon et tu le mets directement sur le jeu. Et finalement, Teferi's Puzzle Box, un artefact qui coûte 4. Au début de chaque draw step, ce joueur-là prend ses cartes, les fout en dessous de son library et repige ce même nombre de cartes-là. C'est parfait pour fucker toutes les stratégies de tout le monde, incluant peut-être les tiennes, mais en contrepartie, avoir une nouvelle main. Danse macabre, c'est bien simple. Tout le monde sacrifie une créature. On roule le D20, puis dépendant du résultat, c'est le nombre de créatures qui retournent sur le jeu de ton choix. Contraband Livestock. On exile une créature, on roule le D20, puis dépendant du résultat, son controller a une autre créature à la place. On est donc bien fin. Hoarding Ogre, un gros ogre qui pue. Quand il attaque, on roule le D20, puis ça nous donne des treasure tokens. Recruitment Dive. On roule le D20, et dépendant du résultat, soit qu'on se fait 2 en 1 soldat, 2-2-2 Knight, ou 3-2-2 Knight. Nafix. Dans le fond, quand il mourut, on roule un D20, soit on pige une carte et on perd une vie, on pige 2 cartes puis je perds 2 vies, ou tu piges 7 cartes et tu perds 7 vies. Berserker's Frenzy. On casse ce spell-là soit avant le combat ou avant que les bloqueurs sont désignés. On roule 2 D20, on ignore un résultat. Entre 1 et 14,
on choisit n'importe quel nombre de créatures, puis ils doivent être capables de bloquer s'ils peuvent. Ou sinon, on choisit des créatures qui doivent bloquer surtout aussi et comment ces créatures-là bloquent. Swarming Goblins, une 4-3 qui coûte 5, dépendant du résultat sur le D20 quand il rentre en jeu, soit 1, 2 ou 3 gobelins 1 sont créés en plus. Burakos, un orc 2-4 qui coûte 4. Dans le fond, il y a une mécanique au niveau des rôles, soit Cleric, Rogue, Warrior ou Wizard. Ce qui nous intéresse, c'est quand il attaque, un player va perdre X vie et tu te fais X Trash Token. X est égal au nombre de créatures dans ton party. Lui, en partant, ben, au moins, il compte pour 1. Shunt, un instant qui coûte 3. Puis ben, c'est toujours fun de changer le target d'un spell avec un single target pour rediriger ça dans la face de quelqu'un d'autre. Reverify, tu roules le D20 puis tu rajoutes au résultat le nombre de créatures qui ont été mises dans ton graveyard du tour-ci. Soit tu les retournes toutes dans ta main ou tu les retournes sur le jeu, dépendant du résultat sur le D20. Mercule Zedic, on roule le D20, soit un opponent de mon choix sacrifie une créature de son choix, soit tous mes opponents sacrifient une créature de leur choix, ou chaque opponent choisit leur plus grosse bébite. Component Pouch, on tape, on enlève un counter de dessus et ça te fait 2 manas de couleurs différentes. Ou sinon, tape, roule le D20, tu te mets soit 1 ou 2 Component Counter sur Component Pouch. Clay Golem, une 4-4, tu payes 6 et tu roules un D8 et c'est le nombre de counters +1/+1 qui va arriver dessus et ça devient monstrueux. Et quand il devient monstrueux, tu détruis un permanent. Et finalement, Earth Cult Elemental, une 6-6 pour 6. Quand il arrive sur le jeu, tu roules un D20, soit tout le monde sacrifie un permanent ou tes opponents sacrifient des permanents ou chaque opponent sacrifie 2 permanents sur un 20 naturel. Je l'ai eu en demande spéciale. Je vais tenter de décrire mes lands à la manière Bob Ross. Joie. On y va. Alors, pour les montagnes, nous avons mis 4 montagnes dans notre deck. On peut voir ici qu'elle décrit le Seigneur des Anneaux. Nous pouvons voir les White Mountains. Nous pouvons voir le Gondor, le Rohan et même la forêt de Fangorn. Et on voit beaucoup, plein de beaux petits arbres très joyeux. De plus, on va voir clairement sur la carte Minas Tirith, la Cité Blanche, où il y a plein de choses qui se passent dans l'aventure du Seigneur des Anneaux. Pour les plaines, nous avons mis 2 plaines, et j'ai choisi les plaines d'Infinity, car ça donne que je les possédais. Comme vous pouvez voir, il s'agit de plaines superbes, avec une eau superbe, des petites bulles partout, et des champs à perte de vue. Il semble faire chaud, il semble que j'irai me coucher dans ces plaines et juste relaxer. Et j'ai mis 4 swamps. Pour ceux-ci, j'ai choisi les swamps représentant le Mordor. Nous pouvons voir en premier temps The Black Cave où se passe la dernière confrontation. On peut voir que le Mordor est entouré par des montagnes pour se sentir les plus isolés. Et par la suite, Mount Doom où se termine l'aventure de Frodo Baggins et de Samwise Gamgee. Ancient Den, nous pouvons voir cette belle tour d'ivoire sur des plaines à perte de vue, avec de magnifiques nuages et un soleil qui nous réchauffe la couenne. Battlefield Forge, nous pouvons voir en arrière une montagne avec un soleil par-dessus. Nous pouvons voir aussi une coulée de lave alentour et nous pouvons voir même une autre coulée de lave à l'avant, représentant bien, dans ce cas-ci, une forge en plein milieu d'un champ de bataille. Blackleaf Cliff, nous pouvons voir, dans ce cas-ci, du poison partout, représentant bien la nature du land qui fait du mana noir. Et nous pouvons voir aussi les montagnes infernales remplies de feu, représentant bien le mana rouge. Cave of the Frost Dragon. L'artiste a décidé d'utiliser le style des vieux modules de Donjon Dragon. Nous pouvons voir un dragon avec toutes ses richesses alentours. Nous pouvons voir 4 aventuriers prêts à faire face à un combat des plus redoutables. Clifftop Retreat. Ici, l'artiste a décidé de représenter le lieu de vie des Rohirrim. Nous pouvons voir les montagnes blanches en arrière, avec de la neige. Nous pouvons voir des beaux nuages. Nous pouvons voir aussi le lieu de résidence des Rohirrim sur le dessus de montagnes. Et finalement, nous pouvons voir des beaux petits oiseaux, très joyeux, en train de voler. Command Tower. Ici, la seule chose que j'ai envie de parler d'eux,
Et dans ce cas-ci, les arcs électriques là en arrière qui dégagent beaucoup de couleurs. Dragon's Call Summit. Ici, l'artiste a décidé d'être très littéraire, a fait une montagne avec une tête de dragon en plein milieu, dans ce cas-ci, de marécage pour bien représenter les deux couleurs. Exotic Orchid. Ici, l'artiste a décidé de choisir de représenter un verger à perte de vue, avec des nuages et un ciel bleu. Cette image me donne envie d'aller aux pommes et de faire des tartes aux pommes. Foreboding Ruins. Ah, rien d'intéressant de celle-là à parler de. Furry Calm Snarl. Regardez ici, en plein milieu, la division entre des belles plaines avec des belles petites fleurs et le chaos d'armée d'un orc et du feu partout. Godless Shrine. Ici, nous pouvons voir un temple qui semble très corrompu, malgré les vitraux de pleine couleurs aussi qu'une lumière passe à travers d'eux. Great Furnace, on peut voir un soleil rouge en arrière. Il nous faut voir plusieurs piliers qui semblent représenter des fournaises. Il nous faut même voir un bout de fournaise qui vole. Haunted Ridge, on peut voir dans ce cas-ci la désolation et en arrière une montagne avec un soleil plein de feu. Ça semble hanté. Ouh, ça me donne la frousse. Luxury Suite, on peut voir ici la richesse des lieux et en même temps la débauche que ces autres ont tendance à faire. Juste à la regarder, ça sent le sexe. Mount Doom, où l'anneau fut créé et fut détruit. On peut voir dans ce cas-ci la montagne en éruption, jaillissant du magma partout et même des éclairs en arrière-plan. Et en bas, on peut avoir un aperçu d'une rivière de lave. Horse of Guildgate, un portique majestueux avec de la lumière qui sort et la pénombre au loin. On voit bien l'utilisation des techniques de clair-obscur ici. Spectator Seating. Ici, l'artiste a utilisé une espèce de colisée pour regarder un événement sportif en plein milieu. Nous pouvons voir que c'est une fête magistrale. Il doit y avoir bien de la bière qui se boit à ce moment-là. Spire of Industry. Nous pouvons voir dans ce cas-ci une gigantesque tour industrielle surplombant une ville. Et on peut voir de magnifiques ciels bleus et même certains débris qui flottent. Sulphur Spring. Nous pouvons voir ici un étang de soufre. Semblons voir ici que cet étang dégage une coquine effluve d'œufs pourris. Et regardez l'artiste, il a même mis un sympathique crâne de démon. Ah, j'ai envie d'aller prendre un bain là-dedans. Temple of Silence, nous allons rien dire. Treasure Vault, dans ce cas-ci, nous pouvons voir une voûte fermée avec plein de lingots d'or. On peut même voir un squelette qui est mort d'ennui, comme moi en décrivant ces landes. Vault of Whispers, on peut voir un lieu très lugubre, une voûte semi-ouverte avec un petit peu de lumière qui perce. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur mon Commander de Mr. House, President and CEO. Si vous avez des commentaires, des idées folles ou des suggestions de cartes que je pourrais mettre dans le deck, marquez-les dans les commentaires. J'adore répondre aux commentaires, OK? Et on n'oublie pas, on like la vidéo et on s'abonne à la chaîne. Bye! Dans le prochain épisode.